qu'elle a plus que quelques semaines à vivre. Donc je lui rends visite et là elle me dit, Bubu, c'est mon surnom, il va falloir que je te dise quelque chose parce que ce sera moins lourd pour moi dans la tombe. Alors là, sur le moment, connaissant mon mari, je me suis dit, oh ben, de toute façon, je vois ce qu'elle va te dire, c'est clair. Effectivement, elle me dit, eh bien, j'ai eu une relation extra-conjugale avec ton mari qui a duré pendant 2 ans et demi. Alors, elle pleurait, elle implorait mon pardon, il faut que tu me pardonnes, il faut que je me libère de tout ça. Donc, mais je lui dis, ok, de toute façon, c'est pas dramatique, vu toutes les trahisons que j'ai eues, tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan. Puis là, elle me dit, oui, mais. Alors, je lui dis, oui, mais quoi? Oui, mais les prémices ont démarré le dimanche de ton mariage et ça a duré pendant 2 ans et demi. Alors là, c'est vrai que la pilule était un peu plus difficile à avaler parce que le dimanche de mon mariage, quoique ça expliquait quand même le comportement qu'avait eu mon mari à cette occasion-là. Les 2 ans et demi qui ont suivi, c'était les périodes où j'ai fait 2 fausses couches et que je n'avais aucune compassion, aucune empathie, aucune présence de la part de mon mari, même s'il avait d'autres liaisons à ce moment-là. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'est que quand même, elle me disait ça à un moment où j'avais commencé un nouveau départ, j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie, je m'entendais bien avec mon fils. Certes, j'avais bien compris qu'elle me disait ça parce qu'il fallait qu'elle se libère, qu'elle avait besoin de ça avant de partir. Et là, ça me faisait quand même quelque chose. Et quand je suis rentrée chez moi, ben la marmite elle a commencé à bouillonner, bouillonner, bouillonner. Ça sortait de partout, ça sortait de partout. Et là, j'étais en colère. Il a fallu que je l'appelle à plusieurs reprises pour qu'elle me donne des explications. Et puis, je me suis retrouvée là-devant et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce que je n'avais pas besoin de ça en ce moment-là. Donc, je me suis dit, ben, elle est là, elle te met un gros parpaing là, au milieu de ta route alors que tu étais bien sagement en train d'avancer dans ta direction que tu t'étais fixée. Alors, comment tu vas faire? Alors, je me suis dit, bon, ben, de toute façon, vu les expériences que tu as déjà traversées, tu vas t'imaginer que tu es dans un véhicule tout-terrain. Je vais essayer de passer sur ce gros machin là au milieu de ta route. Je ne pouvais pas passer à droite, je ne pouvais pas passer à gauche. Donc je me suis dit, soit tu montes directement dessus tout chousse, mais tu risques de tout endommager le dessous de ta voiture et de te trouver 200-300 mètres plus loin en rade. Non, il va falloir que tu passes sur ce parpaing qu'elle vient de te mettre là au milieu. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas vous dire que c'était facile. Ça m'a pris des journées, des nuits sans sommeil. Puis un matin, ben, je me suis dit, ben, ça y est, il me semble que je suis passée au-dessus. J'ai regardé un coup dans le rétroviseur, je me suis dit, bon, ben, ça y est, tu as passé sur un sacré engin. Maintenant, tu prends le volant de ta voiture, de ton 4x4, tu passes la première, avanti, tu traces. Surtout, tu ne te retournes plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et au terme de ces jours de travail sur le pardon, eh bien, je lui ai envoyé une lettre. Et je me suis rendu compte, là, en préparant cette conférence, eh bien, que dans cette lettre, j'avais réalisé les étapes du pardon véritable, alors qu'à l'époque, je n'étais pas thérapeute et que je ne les connaissais pas. Donc, si vous me le permettez, eh bien, je vais vous lire quelques extraits de cette lettre que je lui avais faite, justement comme un peu un exercice pour vous montrer les étapes que j'avais passées. Je vais boire un coup avant. Alors, ma chère amie, au terme de ces quelques jours de travail sur le pardon, je voudrais te faire une synthèse ci-dessous. Donc là, on retrouve l'étape numéro 6, je prends mon temps. J'ai besoin de quelques jours. Je suis une personne sincère et authentique. Je donne de la même façon que ce soit en amour ou en amitié. Pour moi, lorsque je m'engage, c'est sacré. Et une trahison en amitié ou en amour représente la même souffrance. Dans ce cas-ci, c'est un coup double. Donc là, étape numéro 1, j'exprime ma souffrance. J'ai pas honte de lui dire, eh bien écoute, même si ça fait 20 ans que ça s'est passé, je suis désolée, mais ça me fait encore souffrir parce que justement, notre amitié est en train de se prendre une bonne claque. Par conséquent, je ne pouvais pas t'accorder un pardon tout fabriqué à la légère, avec la jolie phrase « je te pardonne », m'en aller et faire le travail en solo et en silence, alors que je n'avais fait aucun mal et que c'était moi la victime. Donc ici, on a l'étape numéro 4, ma responsabilité n'est pas engagée. Et je ne voulais pas non plus te l'accorder par pitié, vu ton état de santé. Donc là, je montre bien que c'est moi et moi seule offensée qui vais décider.
Désolée, mais le pardon, ça se travaille, c'est pas magique. Samedi, donc le jour auquel elle m'a annoncé ça, j'étais sous le coup de l'émotion et les jours suivants sous l'effet de la colère. Oui, étape numéro 3, j'ai exprimé ma colère. Je ne l'ai pas épargnée. Je savais qu'elle était sur le point de s'en aller, mais il a quand même fallu que j'extériorise toute ma colère et que je lui pose des questions. Il a donc fallu que je te demande des explications afin que je puisse me mettre à la tâche. Et je me suis posé plusieurs questions, à savoir, pourquoi m'as-tu trahi? T'avais-je fait du mal auparavant? Et petit à petit, j'ai essayé de me mettre à ta place. Étape numéro 5. Si ton mari, le lendemain de ton mariage, m'avait sollicité, je l'aurais radicalement écarté, même s'il avait été le plus séduisant de la terre, et je lui aurais dit « Retourne vers ta femme ou demande le divorce ». Donc là, on a l'étape numéro 2. Oui, la faute, elle existe. Elle a bien été commise, bel et bien été commise. Et comme elle me l'avait dit, oui, j'ai su le dimanche qu'on allait se revoir et j'ai su qu'il y allait se passer quelque chose. Alors là, je me suis dit, c'est quand même osé. Parce que c'est pas comme si j'avais, par exemple, invité une de mes amies d'enfance qui était partie vivre à l'étranger et que je l'invite pour mon mariage et que là, mon mari et elle tombent complètement éperdument amoureux. Là, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler et ça peut arriver à n'importe qui, même à la personne la plus fidèle. Là, je me disais quand même, il y a quelque chose parce que mon ami connaissait mon mari avant même que moi je le connaisse. Et ils avaient eu l'occasion après de se rencontrer, de se revoir à diverses occasions. Et je me disais quand même, attendre le dimanche de ton mariage pour mettre quelque chose en place, ben quand même, chapeau, quoi, bravo. Alors je me suis rappelé que j'avais remarqué que depuis nos années collège, une certaine jalousie de ta part à mon égard. En effet, tout ce que je faisais, tu le faisais, tout ce que j'achetais, tu l'achetais. Sans doute as-tu voulu faire la même chose avec mon mari. Eh bien oui, quand on allait par exemple à la pâtisserie, je prenais un éclair au café, elle allait prendre un éclair au café. Bon, je pense que là, mon mari, ben, c'était l'éclair au café aussi. Donc je me suis mis à sa place, je me suis mis dans la peau du coupable et je me suis dit effectivement, elle a toujours été en position de faiblesse parce qu'elle, un peu en mode suiveur, elle s'identifiait à moi, elle faisait les mêmes choses. Donc déjà là, ça me permet de lui accorder plus facilement un pardon. Cela dit, j'ai beaucoup appris de la vie ces dernières années. Une des leçons que je retiens est la suivante. Tout réside dans l'acceptation. On ne va pas refaire le monde avec un passé qui était réel, certes, mais qui ne l'est plus actuellement. Aujourd'hui et depuis quelque temps déjà, j'ai retrouvé toute ma joie de vivre, mon humour et ma gaieté, chose que j'avais perdue avec mon mari. Alors je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, ça ne m'intéresse plus de regarder ma vie dans le rétroviseur. Donc là, on a l'étape numéro 7. Je redeviens acteur de ma vie, je monte dans mon 4x4 et j'avance. Et sache hélas que le bénéfice du pardon revient à l'offensé et non à l'offenseur. Le premier est libre, tandis que le second est uniquement soulagé. Car la faute a bel et bien été commise, ce qui renforce l'idée que le pardon est une chose et l'oubli en est une autre. Donc là, la faute, elle existe, donc étape numéro 2, je vais la pardonner, mais ce n'est pas pour autant que je vais l'innocenter. On a le choix, après avoir pardonné, celui de rester sur la même trajectoire que l'offenseur ou de changer de trottoir. J'ai choisi la première possibilité. Donc moi, j'avais choisi la réconciliation parce que je pense que j'avais fait un pardon véritable et puis je ne voulais pas non plus la blesser. Je savais qu'il lui restait quelques temps à vivre. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, donc la vengeance pour moi, voilà, j'aime pas ça. Donc je n'allais pas me venger, je n'allais pas lui faire subir encore des choses alors que, voilà, ses jours étaient comptés. Ce n'était pas mon objectif. Alors, à une prochaine fois, sois en paix, mais ne t'inquiète pas si je prends un peu de recul, pendant quelques temps, j'en ai besoin. Donc là, on retrouve l'étape numéro 6. Il se peut que tu remarques une quelconque différence dans mon comportement, mais je m'efforcerai de la faire disparaître du mieux que je pourrai. Tout ce que j'ai pu faire en te rendant visite jusqu'à présent, je l'ai fait de bon cœur et je ne regrette rien. Donc là, pour moi, le pardon était véritable. Et c'est vrai que j'ai rendu visite encore plusieurs fois avant qu'elle nous quitte. Et puis donc quand elle a reçu cette lettre, eh bien elle m'a remerciée d'abord et elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour m'aider. Alors moi je lui ai dit, ce que tu pourrais faire c'est d'informer mon mari, mon ex-mari de ta révélation. Parce que bien souvent il me disait que je me faisais des films, je me disais quand même qu'il sache que moi maintenant j'ai connaissance de tout ça.
Donc elle lui a envoyé un mail, j'étais en copie, donc là j'ai eu la réponse. Et alors là, quand j'ai eu la réponse, eh ben, je venais à peine de me le relever que je me suis repris une deuxième claque dans la figure parce qu'il disait « Tu as très bien fait de lui dire, je n'ai qu'une petite honte qui trotte dans la tête, celle de ne t'avoir jamais rendu visite durant ta maladie à cause de la bubu, donc à cause de moi. » Alors là, franchement, eh ben, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ? Je prends ma voiture, je vais chez lui, je l'incendie, j'ai mis une bonne tarte, qu'est-ce que je fais ?» Alors, comme j'avais travaillé ces étapes du pardon, là, je me suis mis directement à l'étape numéro 5 et je suis allée voir ses faiblesses. Je suis essayé d'aller comprendre qui était cette personne qui parlait. Et là, je me suis rendu compte que c'était un enfant, un être immature qui n'osait pas prendre la responsabilité de ses actes et qui me renvoyait donc la culpabilité. C'était en quelque sorte de ma faute. Voilà. Donc depuis ça, eh bien, j'ai eu encore pas mal de pardons à faire, notamment avec mon mari depuis 2012. Et puis je me suis rendu compte que eh bien, quand on a compris le travail sur le pardon, eh bien, on ne va plus perdre son temps. Parce qu'on se rend malade, bien souvent, à cause d'une blessure non cicatrisée, et qu'il est bien plus profitable pour notre santé, pour notre bien-être, que d'accorder un pardon. Même si notre ego, notre orgueil nous dit que ce n'est pas bien de le faire. Voilà, alors je voudrais remercier cette amie qui est aujourd'hui disparue. Je pense que de là-haut elle se reconnaîtra, je lui dédie cette conférence. Je voudrais également remercier mon ex-mari parce que sans lui, je ne pense pas que je serais devenue la personne que je suis devenue et je ne serais sans doute pas devenue thérapeute. Et puis, s'il y a 3 choses à retenir de cette conférence, eh bien je pense que ce sont celles-ci. Le pardon, on le fait uniquement pour soi. On ne le fait pas pour l'autre. Et ne pas oublier aussi de se pardonner à soi-même. Deuxième chose à retenir, on ne doit jamais imposer quelqu'un à nous pardonner. Parce que seul l'offensé prend la décision de le faire. Et surtout, pardonner ne veut jamais dire innocenter. Voilà. Alors j'en ai fini pour cette conférence. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Bon, ce n'est pas un sujet bien joyeux, mais peut-être qu'à l'approche des fêtes, eh bien, on peut se trouver confronté, par exemple, à ce type de situation. Peut-être qu'on ait une petite discorde avec un membre de notre famille, puis qu'on va aller quand même assister au réveillon, mais quelque part la marmite, elle bouillonne, elle est là-dedans, et puis on essaie de le faire parce qu'il faut bien faire, il faut être présent. Alors peut-être se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je pardonne ? Voilà. Donc en conclusion, il n'y a pas de plus grand cœur au monde que le cœur qui pardonne. Le faible ne peut pas pardonner. Pardonner appartient uniquement au fort. C'est Gandhi qui le dit. Pardonne toujours à tes ennemis. Il n'est rien qui puisse les contrarier autant. Oscar Wilde. Voilà. Le pardon, c'est la liberté. C'est ces chaînes que je brise. Donc voilà, vous pouvez me retrouver également sur Facebook. Merci à vous.